Quand tu es sénégalais et noir et que tu écrives, au départ, il est probable que les handicaps sont plus nombreux. Puisque là, on regarde à la loupe ce que ce noir, ce que ce sénégalais prétend écrire dans la langue qui n'est pas la sienne. Mais pareillement aussi, une fois qu'on a fait ses preuves, on a tendance à avoir l'indulgence des gens. Lorsque je suis arrivé à Marseille ce 25 avril 70, donc ça fait plutôt 39 ans... Il faisait beau, il faisait pas beau? Il y avait un Mistral que je ne pouvais pas imaginer, je ne pensais pas que le vent pouvait souffler à ce point, et puis il faisait un froid aussi qui me glaçait. Et c'est vrai que j'ai été, je dirais, déraciné tout de suite. J'ai compris ce qu'était le mot de déracinement. Vraiment. Est-ce que vous avez subi à l'époque des paroles, voire des actes discriminatoires, voire racistes? Pas à vrai dire, mais en fait, on vivait avec ça. On vivait avec tout de suite la différence qu'on vous faisait sentir. Et, mais ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, moi, si vous voulez, c'était de voir une société nouvelle. Une société où le blanc pouvait aussi être chauffeur de bus, où il pouvait être éboueur, où il pouvait être effectivement celui qui vend au marché. Alors que j'avais toujours vu le blanc, je dirais, en avant. En Afrique, il était toujours ou cravaté, où il était le patron, où il était... Et là, je voyais que le blanc pouvait aussi faire, je dirais, des métiers subalternes. C'était assez frappant. Depuis que 35 ans vous êtes à Marseille, qu'est-ce qui vous reste d'africain? Tout. Tout. Tout me reste africain. D'abord, il y a ma peau, je suis noir, ça se voit. Je suis très régulièrement au pays. Je reste, disons, aujourd'hui en contact téléphonique, puisqu'à l'époque que je suis arrivé, c'était très compliqué. Ma famille, je n'avais de ces nouvelles qu'une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, puisque c'était plutôt le mode de la correspondance. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas non plus d'SMS. Et ce qui me reste, je dirais, ce sont là aussi des valeurs. Vous savez, moi, les valeurs, dans mon esprit, sont universelles. Et il y a des valeurs plus spécifiquement africaines, auxquelles, je dirais, aujourd'hui, j'ai ajouté celles que j'ai retrouvées ici aussi. Pape Diouf, Ouais. vous êtes donc né le 18 décembre 1951 à Abéché, au Tchad. Ouais. Votre vrai nom, c'est pas Pape, c'est Mababa. C'est Pape Mababa. Pape Mababa. Voilà. C'était le nom de votre grand-père, en fait, c'est ça? C'est le nom de mon grand-père. Donc vous êtes né au Tchad où votre papa Demba, on l'a plus ou moins évoqué avec Alexis, était responsable du garage gouvernemental. Votre père, il s'est battu en fait pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était fonctionnaire et donc il a poursuivi dans cette carrière militaire. D'abord mécanicien militaire en poste au Tchad. Il est ensuite devenu chef des huissiers à l'ambassade de France à Dakar. Ouais. Et vous avez donc 6 mois quand vos parents rentrent au Sénégal. C'était à Fan Hock, près de la Corniche. Vous avez beaucoup voyagé dans votre enfance, hein? Oui, j'ai suivi mes parents. Et de Dakar, après, il a fallu que j'aille chez mon oncle, qui était plutôt dans la région nord du Sénégal, je dirais de la région du fleuve. C'est là où j'ai fait effectivement mon cycle primaire. Et vous étiez un bon élève à l'école, passionné bon. de sport en tout genre. Donc il y avait le football, mais il y avait aussi on en a parlé tout à l'heure, le basket. Tout à fait, tout à le fait. basket, Et le handball, mais aussi. Voilà. Et on va vous faire tester un peu, voir ce que vous donnez au basket tout à l'heure. Wow. Mais pour la discipline, en revanche, c'était pas trop ça, hein? Pas toujours. Non, bah non, vous êtes fait renvoyer du collège Sacré-Cœur. Oui. C'était une école catholique où il y avait que des garçons, c'est ça? Tout à fait. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais j'étais passé qu'on me reprochait beaucoup de bavardage. Voilà. D'accord. J'étais très bavard. Trop bavard. Oui. Mais ça vous a servi plus tard. Je sais pas. Mais en tout cas. Vous entrez alors dans un lycée mixte. Oui. Et là, votre passion, elle va changer un petit peu de camp. Vous allez vous passionner pour les filles. Et vos résultats vont Un s'en peu sortir. avant déjà. Un peu avant déjà, Un peu ouais. avant déjà, oui. Déjà, Et du coup, vous avez forcément moins travaillé à l'école. Du coup, à la fin de votre seconde, alors que vous avez 18 ans, c'est ça, hein? Oui. Votre papa... 17 ans. 17 ans, enfin, vous alliez avoir vos 18 ans. Votre papa Demba décide de vous envoyer en France, Oui. à Marseille. Et votre papa, il voulait vous voir devenir militaire. En fait, pas à Marseille, en France, disons, pour faire effectivement l'armée. Voilà, c'est ça. On m'avait laissé entendre que c'était une école alors que c'était un engagement. Ce qui m'a amené donc à refuser effectivement cet engagement. Parce que vous êtes arrivé là-bas, et c'est en arrivant en France que vous êtes C'est en rendu arrivant en compte que France c'était que une j'ai école... appris que c'était un engagement et non pas une école. Ah oui, d'accord. Waouh. Et donc, du coup, c'est la rupture avec votre père. Oui, rupture, une forme de rupture, oui. Une forme de rupture parce que vous décidez de faire ce que vous voulez. Ouais. Et la suite, elle n'est pas très drôle parce qu'il évoquait tous les petits boulots que vous avez faits, mais c'est tout simplement, c'était pour pouvoir survivre. Ouais, pour survivre, voilà. Voilà. Sans argent, vous dormez au foyer des jeunes travailleurs et puis vous enchaînez les petits boulots. Il a dit coursier, pointeur au port de Marseille, manutentionnaire. Mais vous réussissez quand même à avoir votre bac en candidat libre. C'est énorme quand même ça. Oui, parce que j'avais une amie qui m'avait poussé à
tenté 2 examens, le bac et l'examen d'entrée à l'université qui existait à l'époque. Et c'est ainsi effectivement que j'ai pu réussir, m'inscrire à Sciences Po une année et puis voilà. À Sciences Po Aix-en-Provence. Ouais. Et c'est pas un concours facile hein, non plus. Hein. Oui, mais à l'époque, je ne me souviens pas s'il y avait la nécessité de faire un concours ou si avec le bac on pouvait y entrer déjà. Mais du coup, vous l'avez dit, 1 an, parce que comme faut gagner sa vie aussi, et Sciences Po, faut bûcher, vous décidez de laisser tomber et Oui, de travailler. de travailler Ouais. au PTT. Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure avec Alexis. Là, vous devenez pote avec un inspecteur des services, Tony Salvatori. Exactement. Vous parlez foot ensemble, il fait quelques piges pour le journal communiste La Marseillaise, et du coup, il vous propose de venir faire- écrire quelques papiers. Tout à fait, de faire comme lui, d'être un peu un journaliste du dimanche, c'est-à-dire de collecter les résultats. C'était les correspondants, en fait. Moins un correspondant qu'un collecteur, j'allais dire, de résultats. D'accord. Les résultats de basket, les résultats de football, faire un peu comme ce que les étudiants de l'époque faisaient. Et puis les circonstances m'ont amené à intégrer beaucoup plus, je dirais, La rédaction. la rédaction, d'abord la correction, ensuite la rédaction. Ah, parce que vous êtes retrouvé chef de rubrique, pour le Oui, coup. j'étais le responsable du foot après. Et vous aviez un goût pour l'écriture depuis longtemps vous saviez que vous aviez ça en vous? Je ne sais pas, c'est vrai que dans les rédactions en classe, je n'étais pas mauvais. C'est vrai aussi que la lecture a été pour moi toujours une seconde nature. Et j'ai toujours pensé, je continue de penser que bien écrire, c'est d'abord bien lire. Oui, c'est vrai. Au moins, du coup, on ne fait pas de faute d'orthographe. C'est mon sentiment. On est dans les années 70, c'est ça, hein. Et vous étiez le seul journaliste noir. Vous avez souvent, du coup, été victime d'un racisme qui ne disait pas son nom. Mais vous savez, moi, le racisme, je n'en ai jamais vraiment souffert. J'ai toujours pensé que le racisme était une connerie humaine et était libre d'être con qui voulait. Ce n'était pas l'exclusif d'une race. Donc j'ai davantage essayé de valoir ce que j'étais que ce que j'apparaissais. Donc ça ne m'a jamais vraiment gêné, même si je l'ai rencontré. Mais bon, Pour vous, c'était anecdotique, en fait. pas anecdotique, mais disons que je faisais sans avec. Je faisais sans ça. Bon, après plusieurs années à couvrir l'Olympique de Marseille pour la Marseillaise, puis le quotidien Sport qui était venu concurrencer, on s'en souvient, l'équipe à l'époque, mais qui a disparu assez vite. Vous créez des liens avec certains joueurs et du coup, vous vous tournez vers la carrière d'agent. Et tout a démarré avec, c'est le gardien de but des Lions d'Atlas du Cameroun, Joseph-Antoine Bell et Basile Boli. Des Lions du Cameroun. Lions Parce que pardon. l'Atlas, c'est le Cameroun. Les Lions d'Atlas, c'est les Marocains. Oui, mais si vous voulez, c'est parti d'un jubilé que j'avais organisé, que j'avais contribué à organiser à Dakar, et qui concernait l'ancien joueur de Marseille et du Paris Saint-Germain, Boubacar Sarr. C'est pendant cette tournée-là que j'ai eu la possibilité de me familiariser avec certains joueurs, d'être copain avec certains joueurs. Et au retour, ces joueurs-là, dont effectivement Boli et Bell, m'avaient demandé de m'occuper de leur carrière, ce que j'ai accepté après moult hésitations. Bon, on parlait de racisme il y a quelques instants, mais il faut quand même le souligner, c'est qu'à l'époque, les joueurs africains étaient moins bien payés que les autres. Ils étaient moins bien payés au départ, mais vous savez, le racisme, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue, c'est bien après leur carrière. Le racisme, vous savez, moi j'ai connu des joueurs noirs qui avaient les meilleurs salaires en France. Basile Boli, à un moment donné, a eu un des plus gros salaires, comme Georges Weah. C'est après, à la fin de leur carrière, que les normes sociétales reviennent. Mais tant qu'ils sont footballeurs, ils sont considérés, je dirais, comme tous les joueurs. Bon, en tout cas, succès fulgurant pour vous en tant qu'agent. En 1989, vous créez votre société Mondial Promotion. Vous allez représenter beaucoup de joueurs, on va les voir de premier plan. Il y a eu Marcel Desailly, Bernard Lama, Grégory Coupé, Didier Drogba, William Gallas et donc Samir Nasri. Vous l'avez eu dès l'âge de 13 ans. Ouais. Est-ce que sa carrière, elle est aujourd'hui à la hauteur des espérances que vous aviez placées en lui? Sans doute, je pensais que Nasri ferait une plus grande carrière. Je l'ai pris à 13 ans, non pas par volonté, mais parce que ses parents avaient souhaité me rencontrer. Comme j'étais le seul agent qui habitait Marseille, ils sont venus me voir. Et j'avais déjà plutôt envie d'aider le garçon, mais par certains conseils. Et je pense que c'est un garçon qui a fait une carrière à côté de celle qu'il aurait dû faire, pour une raison, à cause de son intelligence, je pense. Il a beaucoup trop analysé ses propres performances et refusé presque on peut dire à la gente journalistique ce même procédé. Parce que quand il n'était pas bon, il le savait. Et je pense qu'il ne supportait pas que d'autres le disent. Et ça a, à un moment donné, contribué un peu
au zigzag de sa carrière, quoi, il me semble. La susceptibilité, peut-être. On peut appeler ça susceptibilité, mais c'est un garçon qui est assez étonnant, qui connaît le football sur le bout des ongles. Il peut en parler, je dirais, des heures durant. Il ne laissait aucune lecture de côté. Il lisait aussi toutes les revues qui parlaient de football. Et il avait, malheureusement, pour lui, peut-être, je peux dire malheureusement, cette capacité d'analyser ses propres performances, mais qu'il ne laissait pas aux autres le soin d'analyser. Bon, en 1996, pour en revenir à vous, Robert Louis Dreyfus rachète l'OM et en 2002, il nomme Christophe Boucher qui va vous faire la cour pendant 2 ans, voilà, pour que vous acceptiez. C'est d'abord Robert. Par le biais, je ne sais plus de qui avait souhaité me voir venir à l'OM. Je n'avais pas voulu. Ensuite, Christophe Boucher est venu. Il a continué effectivement de me faire cette fameuse cour dont vous parlez pendant 2 années. En tout cas, ouais. Et même Didier Drogba, du coup, s'y est mis, il vous aurait dit, si tu viens, je reste. Oui, c'était un peu pendant les vacances de 2003-2004. Il m'avait dit, si tu viens, je peux rester à Marseille. Sauf que vous finissez par accepter et Didier Drogba est vendu. Ouais, il est parti. À Chelsea. Ouais. L'OM souffre sans sa star, donc c'est pas forcément les meilleurs débuts pour vous. Et en novembre, Christophe Boucher est débarqué. Vous êtes nommé président du directoire par intérim et là, vous vous retrouvez en plein milieu d'une lutte de clans. Oui, ce qui m'avait amené à dire que quand je m'asseyais sur mon fauteuil, je regardais toujours en bas s'il n'y avait pas une bombe. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était une période très compliquée, très difficile que j'ai vécue, puisque le club n'était pas structuré comme je souhaitais. Et puis il y avait, je pense, de part et d'autre des gens qui étaient mal intentionnés. Oui, c'est vrai. On est chez vous, ici à Marseille. Il y a du soleil déjà. Ouais, on vous a apporté le soleil. Ah, vous l'avez apporté, ça c'est abusé un peu, hein, mais nous l'avions déjà. Vous l'aviez déjà. Je regardais, on est chez vous, j'ai pas vu de traces de l'OM. Vous avez quelque chose ou pas? Oh, il y en a pas un petit souvenir. Plutôt peut-être en haut, mais j'ai déjà au moins ce petit calendrier. Quoi, Ah, calendrier, quelle époque? Oh, c'est l'époque de 2008, c'est vrai. Et c'est votre époque, hein. Oui, c'est l'époque où effectivement j'ai présidé le club. Alors c'était quoi l'effectif? L'effectif, il y avait Nasri, il y avait Nian, il y avait Taïwo, il y avait Sana, il y avait Djibril Cissé, il y avait Mandanda déjà. Sacrée équipe. Oh, c'était une sacrée équipe quand même déjà. Meilleure équipe qu'en ce moment ou pas? Au niveau des résultats déjà c'était meilleur, c'est sûr, évidemment, oui. Est-ce que vous êtes inquiet pour la saison de l'OM? On est à mi-parcours là, est-ce que vous êtes un peu inquiet? Inquiet non, peut-être je dirais simplement que je n'ai pas la satisfaction attendue, puisque je suis de ceux qui pensent que le club de Marseille, l'Olympique de Marseille, doit à chaque saison être sur le podium. Et ce n'est pas parti pour être le cas. Donc oui, j'éprouve plutôt un sentiment de frustration. Pour vous, l'OM ne sera pas sur le podium à la fin de saison? Je ne sais pas, parti comme c'est vrai que on peut se poser la question. Balotelli, bonne ou mauvaise idée pour l'OM? Comme a dit une journaliste de la Provence, il vaut mieux Balotelli que rien du tout. Ça, c'est sûr. Évidemment. Bon. Vous, en tant que président, vous l'auriez pris? Non, parce que peut-être pas. Parce que je n'aurais quand même pas fait le recrutement qui a été fait. Ouais. Et sur le recrutement, j'ai eu à dire quelque chose que je répète ici très volontiers. On a pris Zubizarreta qui paraissait être une bonne idée. Ouais. De mon point de vue, ça ne l'est pas. Zubizarreta n'a pas le profil du recruteur de l'Olympique de Marseille. Ouais. Marseille a besoin d'un recruteur qui va chercher un Valbuena, qui va chercher un Caboret. Qui va chercher des talents, des jeunes talents. Dans les divisions, j'allais dire, anonymes. Et non pas d'un recruteur qui aurait un carnet d'échecs comme joué. Ouais. Or, Zubizarreta, on le sait, quand il était au Barça, il avait la possibilité, avec le chéquier du club, de prendre les joueurs qu'il voulait dans les clubs. C'est un recruteur de stars, c'est ça que vous voulez dire? Évidemment que Zubizarreta serait bien plus à sa place à Paris qu'à Marseille, par exemple. Vous le sentez comment, Balotelli, avec les supporters de l'OM? C'est un joueur qui a du tempérament, est-ce que ça peut matcher? Le vrai Balotelli peut marcher, évidemment, parce qu'il a évidemment ce tempérament de feu, il a, je dirais, ce talent aussi qu'à Marseille on affectionne tout particulièrement. Cependant, il ne faut quand même pas que Balotelli, ça fait plus de 6 mois qu'il ne joue pas. Et quand on ne joue pas, on perd du rythme, on perd, je dirais, ce qui fait peut-être l'essence même du footballeur. Certains supporters disent que Franck McCourt leur a menti en annonçant de gros investissements, peut-être quelques joueurs stars qui vont arriver, le Champions Project, concurrencer le PSG très vite. Vous pensez qu'il a menti aux supporters? Je ne sais pas si c'est un mensonge délibéré ou si ce n'était pas une méconnaissance aussi du milieu.
Parce qu'il pouvait être tout à fait sincère avec lui-même, pensant qu'il pouvait peut-être d'un coup de baguette magique ramener à l'OM les plus grands joueurs d'Europe, et il s'est aperçu de la résistance d'une telle idée. Qu'il y a des clubs déjà qui sont sur place, des clubs qui sont infiniment riches, des clubs dans lesquels évoluent ces joueurs auxquels il se serait adressé, et que finalement la promesse qui a été faite n'aura été qu'une promesse, je dirais, est devenue une promesse caduque. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer le public, à part les résultats, évidemment. Ouais, mais... Vous savez, parfois j'entends que les dirigeants ont fait ceci, ont fait cela. Il ne faut quand même pas se tromper. À Marseille, la seule chose qui compte aux yeux des supporters, c'est la victoire sur le terrain. C'est tout. Tout ce qui est alentour, tout ce qui peut être fait magnifiquement, ne veut rien dire à leurs yeux si les résultats sur le terrain ne sont pas bons. Oui, mais si l'équipe se bat, Pape, et qu'elle perd un match, c'est possible, parce qu'elle perd des matchs. Évidemment, mais ça se passe sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. Question cash, Pape. Est-ce que vous êtes un pro ou un anti-Garcia? Écoutez, je suis de ceux qui pensent qu'un entraîneur n'est jamais un gourou. Donc, c'est-à-dire Garcia, pas plus ou pas moins. Quand les gens disaient que Mourinho était le meilleur entraîneur du monde, je me demandais sur quel élément ce qu'il disait s'adosser pour le dire. Donc, sur les titres, peut-être. Sur les titres. Alors aujourd'hui, c'est Pep Guardiola. Demain, ça va être sans doute Klopp. Bon, moi, je pense que de ce point de vue-là, un entraîneur, moi, je préfère avoir un Messi dans mon équipe pendant 2 mois, il va me changer la vie, que Mourinho pendant 1 an. On est d'accord. Bon. Est-ce qu'il a trop de pouvoir, Rudy Garcia? Sportif, notamment. J'entends parfois que le recrutement a été effectué par lui. Ah oui, vous entendez, vous savez. Du temps où j'étais, c'est vrai, aux affaires, le recrutement était ce que j'appelais un recrutement de club. Il ne s'effectuait pas par la seule grâce à l'entraîneur, mais par une sorte de consortium. Donc il a trop de pouvoir. À mon avis, si ça se vérifie, oui. Est-ce que l'OM est toujours un grand club européen? Européen peut-être pas, mais en tout cas, ça reste, je dirais, un grand club. Disons que l'Olympique de Marseille reste quand même dans l'imaginaire ce grand club qui a peut-être mis sur le toit du monde le football français. Mamadou Niang avec vous, Pape Diouf. Mamad. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, je crois que t'es en forme. Je te revoyais sur une image là et je m'étais dit ça, c'était un grand buteur ça. C'est le grand attaquant. Ah, c'est ce qui manque à l'OM aujourd'hui. Hein. C'était comme un père pour moi. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que s'il avait mené une autre vie, peut-être qu'il serait devenu sans doute un des plus grands attaquants d'Europe. Possible, mais moi j'ai apprécié l'homme et je pense aussi qu'il a vécu sa vie d'homme. Je crois qu'il a fait un choix et je respecte ce choix. Pape, c'est lui qui est venu me chercher quand j'étais à Strasbourg, donc je l'en remercierai jamais assez pour ça. Et une fois à Marseille, on a vécu de sacrés bons moments, même s'il y a eu quelques petits accrochages des fois entre le président et son joueur. Ah ouais? Et globalement, on a vraiment passé de très bons moments ensemble. Merci fils, à plus tard. Bon, papa, à plus tard. Hein. À bientôt. Si on va bien. Bisous, ok, ciao, merci. Ciao. Merci Papa. Bon. À bientôt. Voilà. À bientôt. Sans doute la maladie. Je crois que c'est la maladie qui fait plus peur à tout le monde que le reste. Ne plus rien pouvoir faire. Je crois que c'est ça surtout qui est effrayant. Ouais. C'est ça. Pas facile, les amis, de venir vous parler ces derniers temps, et encore plus difficile quand le monde du foot voit s'en aller un père et Téléfoot un frère. Il est évident que ce type de commentaires me vont droit au cœur. Ce sont des choses qui me montrent en tout cas que je n'ai pas laissé une coquille vide à l'OM et je m'en réjouis. Pape Diouf nous a quittés trop tôt ce mardi 31 mars à l'âge de 68 ans. Journaliste, agent de joueur, président de l'OM, Pape aura ouvert la voie et montré l'exemple partout où il est passé avec brio. C'était la seule manière que nous, Marseillais, avions de faire la nique aux Parisiens. Nous n'avons plus aujourd'hui cette possibilité-là. Le seul élément qui nous restait et qui nous permettait... Qui nous reste encore? Qui nous reste encore, oui, d'une certaine manière. Alors comment? Qui nous reste. Ils n'ont pas gagné encore. C'est vrai.
C'est à présent le cœur lourd qu'il nous faut lui dire au revoir aujourd'hui. Un symbole du continent africain s'en va, une idole du peuple marseillais aussi. Si fiers de l'étoile sur leur maillot, les Olympiens en comptent désormais une de plus tout là-haut. Au revoir et merci, Monsieur le Président. Grave, hein. S'ils ont envie de s'énerver, bon, on leur donnera des petits bonbons et puis c'est tout.